Cette semaine, à La Vie est belle, je reçois un coup de cœur, Jo Bocan, la fille la plus paradoxale qui existe dans l'industrie du showbiz. Monte en haut, part dans le bois, retour quasi à la terre pendant de nombreuses années, revient au top à 66 ans. Quelle fille, super encore. Elle vient de partir, puis là, je suis comme sur un nuage de happiness, et elle va vous mettre sur un nuage de happiness. Merci aux commanditaires de cet épisode, le Club Boomerang. Vous achetez sur le web, vous voulez avoir plus d'argent dans vos poches, facile, passez par le site web boomerang.club avant d'acheter chez tous nos marchands favoris. Puis quand vous aurez acheté en ligne, tel un boomerang, l'argent revient. Vous allez avoir des remises en argent sonnant dans votre compte du Club Boomerang. Voilà, c'est parti. Parti à zéro. Monsieur Demo, go! Balado, épisode 108, Jo Bocan. 3, 2, 1. Wow, on niaisait dans les loges, on faisait les folles. Donc, ça a fait que le monde, ils ont dit, ben voyons, comment ça se fait qu'il y a encore du fun comme ça à cet âge-là? Et ça s'est communiqué avec le public et je pense que c'est un grand cadeau de vie, cette aventure que j'ai vue. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Jo Bocan, salut! Salut! Hey, tu sais que c'est drôle que la vie est belle parce que moi, toutes les fois que j'écris des mots, tout ça, je vais souvent terminer avec la vie est belle. Ouais. C'est tellement... c'est puissant comme oui, mot. Vraiment, c'est puissant vraiment, comme mot. oui. Moi, ça a commencé, c'est drôle parce que les gens pensent que j'ai mis le tatou de mon balado. Non, c'est écrit La vie est belle sur mon bras avec ma voix. OK. Mon premier tatou. Wow. Puis j'aime ça, le mot La vie est belle. Oui. Puis quand j'ai fait mon premier tatou, j'aime l'idée d'avoir un Soundwave. Tu sais, on passe notre vie dans des studios. Fait que c'est vraiment j'aime la bon. graphie. Et j'ai pris mon iPhone, j'ai dit « La vie est belle ». Je suis arrivé chez un tatoueur, j'ai dit « Mets-moi ça ». Et quand j'ai parti mon balado, comment je vais l'appeler? J'ai regardé mon bras, je vais appeler ça « La vie est belle ». Formidable comme idée. Parce que je pense que, puis c'est drôle que je finis souvent le balado de même en disant, en parlant au monde qui l'écoute, je vous souhaite de dire ça le plus souvent possible. Le plus souvent possible, tout à fait. Malgré parfois on vit des moments plus difficiles, mais il faut garder le positif et rester dans la lumière pour que la vie soit belle. Alors là, tu vas rendre ça très, très beau. Tu vas sauter le... Moi, j'ai parti ce podcast-là dans le seul et unique but de pouvoir boire des bulles le plus souvent possible. C'est une excuse pour pas Moi, t'en mets pas beaucoup parce que je bois presque pas. OK, je boirai même pas tout Parfait. ça. Non, mais c'est pour le principe, merci. au moins pour faire le cheers. Oui, c'est ça, on va faire cheers. Première question. Oui, vas-y. Ça vient d'où, cette génétique-là? Laquelle? Écoute, non, mais je veux dire, t'es en forme, t'es hyper dynamique. Le je veux, moi, on a environ 10 ans de différence. Je veux être la moitié de toi dans 10 ans, là. Ben écoute, il n'y a pas grand secret, gars. Cheers! Oui, cheers. C'est simplement que je suis une personne qui a beaucoup de discipline par rapport à manger, par rapport à s'entraîner. Comme là, tu viens de dire, je bois très peu. Oui, je bois très peu. Mais moi, c'est parce que ça me fait pas boire. Ça me déprime. Si je bois T'as le vin triste? J'ai le vin très triste et c'est très nouveau. Avant, je pouvais boire. OK. Mais maintenant, quand je bois un verre de vin rouge, un soir, ça va. Si je bois 2-3 soirs de suite, parce que des fois, ça arrive qu'on a des événements pendant 2-3 soirs, ouais. Et là, je prends vraiment, et c'est la nuit que ça se passe. Je me réveille puis je me sens pas bien. Fait que donc, j'ai comme évacué l'idée de prendre un verre. J'essaie de, tu sais, comme là, c'était la fête à mon père, j'en ai pris un peu, puis ah non, je suis pas bien, c'est fou, hein? Puis pourtant, j'aime beaucoup le vin rouge, j'adore ça, mais ça peut plus faire partie de ma vie. Peut-être parce que justement, je m'entraîne trop, je mange trop bien, je sais pas, mais c'est le seul secret en vieillissant. Et à un moment donné, j'ai fait une émission avec un médecin c'était vraiment intéressant parce qu'il parlait surtout, c'était un médecin des organes, on connaît pas vraiment ça. Et là, il dit, quand tu vois un train passer, s'il va lentement, t'embarques et ça y est,
tu continues pour le trajet. S'il se met à passer trop vite, tu peux plus embarquer. Et il faisait un comparatif avec la santé. Donc, si on prend toujours soin de soi, on voit le train qui passe, puis on peut embarquer, débarquer, embarquer. Quand il se met à aller trop vite, souvent, il est trop tard. Alors, j'essaie de ralentir le train pour pouvoir... Parce que j'aimerais un jour être grand-mère, je ne sais pas si je le serai, et être en forme pour m'occuper de mes petits-enfants. C'est un grand rêve que j'ai. De toute façon, tu fais allusion à ce que tu ingères. De plus en plus, on est conscient que l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Là. Oui. L'intestin est le deuxième cerveau. Oui, l'estomac. Donc, alors, c'est important que tout ce qu'on envoie vers notre intestin soit vraiment... Mais tu sais, moi, je suis pas austère. Je triche tout le temps. Je mange des chips tellement c'est écrit souvent. Dans ta face. Oui, c'est sûr. C'est écrit dans ta face. J'aime les plaisirs de la vie. Donc, c'est sûr que je mange des chips, je mange du chocolat noir. Mais en 80-90%, je mange bien, puis je m'entraîne. Je m'entraîne, je suis une marcheuse. Je marche dans les montagnes, c'est ce qui fait que je reste en forme parce que c'est cardio, puis je fais un peu de pilates, un peu de yoga de temps en temps. Donc, j'ai essayé pour la première fois du yoga chaud la semaine dernière. J'ai trippé comme une folle. Donc, puis tu sais, j'ai des enfants aussi qui m'invitent. C'est comme là, c'est ma fille et mon fils qui m'ont invité à faire du yoga chaud parce que j'étais jamais allée. Puis on dit, viens maman, OK, j'y vais. Puis j'ai suivi tout le cours avec eux. J'aime aussi le fait d'avoir des enfants qui nous initient à des choses, qui nous proposent de nouvelles choses à faire. Ça, j'adore ça. Oui, parce que quand les enfants sont rendus adultes, là, c'est eux qui se mettent à proposer puis à arriver avec des affaires. Complètement, oui. Qui nous proposent les restaurants, qui nous proposent les voyages, les activités. C'est fantastique. C'est un doux retour du balancier. Tu as tellement organisé d'affaires pour eux autres. Ah, mon Dieu, oui. J'ai tellement organisé. Moi, j'ai été une organiseuse. Et c'est fou parce que ça a commencé tellement jeune. J'ai commencé à organiser des jeux, puis on était à la maison. Là, il était tout petit, il avait 2 ou 3 ans, puis j'organisais des... Comment on appelait ça? C'était pas des chasses au trésor, tu sais, avec beaucoup d'activités. Là, il fallait qu'il aille faire un casse-tête. Après, c'était des tours de table en courant. Après, il fallait passer en dessous des chaises. J'organisais ça le matin, là, dans l'avant-midi. Là, puis là, il aimait ça, il se préparait. C'est vrai qu'il remet ton affaire. Ah oui, moi, c'était très festif, notre vie. Vraiment, je voulais pas que mes enfants aient une vie austère. Alors, c'était toujours dans le festif, décorer des gâteaux. Quand je leur servais leur plat de fruits, je faisais des bonhommes, des clowns, des bonhommes, toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, je leur mettais les fruits dans un petit pot, puis c'est eux autres qui devaient faire le bonhomme. Puis non, c'était très, très festif. J'ai beaucoup aimé la petite enfance de mes enfants pour ce côté festif. Tu dis que tu es douée pour le bonheur. Oui. Je crois que je suis douée pour le bonheur, mais en même temps, j'ai un paradoxe terrible, c'est que je suis une personne qui est très atteinte facilement par le chagrin des autres, par ce qui se passe sur la Terre. Alors, des fois, ça vient complètement me débalancer. As-tu une éponge? Je suis une éponge, carrément une éponge. Et des fois, comme là, je te donne l'exemple d'un poisson. Mon fils, il apporte un poisson chez nous. Puis là, moi, des fois, je pars la semaine, puis là, le poisson, il va pas manger pendant 2-3 jours. Puis là, mon fils me dit, c'est pas grave, ils sont habitués, ces poissons-là. C'est un poisson japonais je sais pas, il vit dans les rizières, en tout cas, je sais pas. Et là, depuis qu'il me l'a laissé, je vais à peu près 10 fois par jour pour être sûr qu'il y a tout. Puis là, j'y parle, puis là, je dis ça à mon chum. Mon chum, il dit, dis pas ça à personne. Puis là, je l'ai dit au micro. Mais je suis facilement... comme là, quand je le laisse 2 jours, 3 jours, je suis comme triste de le laisser parce que pour moi, toute vie, que ce soit des fleurs, des arbres, des animaux, peu importe, ils sont à la même hauteur que moi, ils font partie de cette planète et j'ai le goût de les respecter, de les aimer comme j'aime les humains. Alors, je suis vite prise, c'est peut-être pour ça mon grand engagement pour l'environnement. Et quand je vois les guerres en ce moment, je vois les gens dans une dérive terrible, ça m'atteint et parfois, je voudrais que ça ne m'atteigne pas. Alors, je dois mettre mon bonheur vraiment en action parce que c'est un paradoxe que j'ai en moi, vraiment.
Fait que ça va-tu, comme j'ai un ami qui est comme ça, là, on peut pas, en sa présence, genre, même tuer une fourmi, là. C'est non, 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 non. Puis là, il prend un papier, là, puis il apprend, puis il va la porter à l'extérieur. Allez, va-t'en, va-t'en. J'avoue les fourmis, j'avoue les maringouins, ça, je les... C'est comme pas pareil. Non, c'est pas pareil. Et j'ai une... Ils ont le droit de mourir, eux autres. Mais même pas. C'est ça, ça me fait de la peine. C'est drôle parce que dans un de mes spectacles, je disais ça. Je disais, peut-être si on arrêtait de tuer les insectes, il y aurait peut-être moins de monde qui mourrait. T'sais, peut-être qu'à chaque fois qu'on tue un insecte, ça exige qu'un humain meure. Mais c'est comme ça. s'il y avait une espèce de force qui équilibre les affaires. C'est un peu ma folie. C'est un peu... Mais il y a aussi une autre chose que je tue et que j'ai tellement de la peine à chaque fois que je les tue. Mais j'ai peur des souris. Puis comme j'habite en campagne, c'est sûr que j'ai des souris. Puis bon, des fois, on est obligé de mettre une trappe. Puis là, à chaque fois, je fais comme, j'aime pas ça, tuer des souris. Des souris, il y en a partout. Ben, on mais... est au centre-ville de Montréal. Nous autres, il y a des trappes dans la maison. Là. Ah oui? Ben OK. Oui. Dis-moi hier matin. Pour vrai? En faisant mon café, puis là, le petit... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Oh my God! Mais moi, si j'en vois une, je te le dis, je suis debout sur la table. J'ai une... Tu sais, il y en a qui ont peur des araignées. Moi, une araignée est sur moi, une abeille. J'ai pas peur des insectes. Mais les souris, oh mon Dieu! Je dis toujours en blague que même Mickey puis Minnie Mouse, je les aime pas. Parce qu'ils sont des souris. Les enfants, là, on n'écoute pas ça. C'est un film d'horreur, cette affaire-là. On part à zéro. Comment, puis sans jeu de mots avec ta toune, comment est né Jobocan? Comment ça a parti, la genèse? Bien, en fait... moi, j'ai étudié en théâtre et j'étais comédienne. J'étais sortie de l'école puis je faisais du théâtre. Et dans des pièces de théâtre, on m'a demandé de chanter. Et c'est Claude Poisson qui, le premier, m'a vraiment offert un rôle où je devais chanter une chanson a cappella à la fin du spectacle. Et puis les gens venaient me dire que j'avais une belle voix puis je croyais qu'ils riaient de moi. Et ensuite, il m'a fait jouer une chanteuse. Mais dès que j'ai commencé à chanter dans le spectacle, j'ai été voir un prof de chant, je suis tombée en amour avec ça. J'aimais ça parce que quand j'étais jeune, je chantais puis c'était pas bienvenu. Alors, j'avais pas l'impression que je pouvais chanter. Pas bienvenu. Ben ma mère, elle me disait que je chantais trop fort. Moi, c'était mon idole, c'était Ginette Renault. Fait que je chantais fort comme Ginette Renault, avec des grandes voix, tu sais, des gros... Fait que ma mère... T'es capable de pousser la note aussi. Je suis capable de pousser la note, donc... dans ma tête, ma mère qui me disait « Non, arrête, tu chantes trop fort, concentre-toi à faire du lip-sync. » Fait que ça avait joué dans ma tête, donc je croyais pas être chanteuse. Et là, tranquillement, j'ai pris des cours et c'est... Ce qui m'a poussée aussi beaucoup à chanter, c'était encore là mon petit côté de vouloir changer le monde, de vouloir changer les choses, de vouloir changer peut-être ce destin qui nous est destiné. Et j'ai tout de suite commencé à écrire des chansons. Les premières étaient horriblement mauvaises, mais avec la volonté que j'avais, j'ai continué à écrire. En quoi c'était pas bon? C'était mauvais. Tu sais, je chantais « Lorsque je conduis ma voiture, je porte une moustache. » OK, c'est pour ça. C'est parce que oui, mais il n'y avait pas de purpose, il n'y avait pas de message. Mais non, il y avait un message. Hey, je disais que quand je conduis ma voiture, je porte une moustache et ça fait toute la différence. Je me fais plus klaxonner, je me fais plus couper. Il y avait quand même un message. Je comprends. C'était comme un clin d'œil. Oui. Mais tu sais, c'était pas encore... il a fallu, tu sais, puis même mon premier spectacle, qui était 20 chansons branchées, qui avait été quand même remarqué, ben c'était des chansons tellement intenses et élevées, ça avait l'air d'un spectacle allemand, c'était vraiment sombre et tout. Et il a fallu que je m'entoure d'auteurs, de compositeurs qui viennent comme me pousser. Et à un moment donné, après ce premier album-là, là, je me suis vraiment mise à écrire des chansons. C'était comme si le fait que j'ai chanté les chansons des autres, ça me propulsait maintenant à pouvoir écrire mes propres chansons. Tu vois, sur mon premier album, les gens pensent souvent que c'est moi qui ai écrit les chansons, mais j'ai écrit que 2 chansons sur mon premier album, Les Femmes voilées, entre autres. Mais c'est vraiment cet album-là qui m'a amenée peut-être à me faire confiance, puis à me dire, ben vas-y, en fait, ce n'est qu'une chanson et en même temps, c'est une chanson, c'est important souvent dans nos vies. Je pense que le mot qui te définit le mieux, c'est le titre d'un de tes plus gros tubes, Paradoxal.
Oui, vraiment. Ça me Parce que tu décrit. viens de dire, moi je suis boblé, je fais des fruits en forme de petits bonhommes pour mes enfants. Fait que si on regarde que ça, on pourrait dire que t'es le cliché de la blonde naïve, heureuse, Complètement. Mais je le suis aussi non, mais beaucoup. qui n'est pas consciente de ce qui se passe. Ouais, non. Et t'es probablement une des humaines les plus surconscientes, puis même des fois, tu dis, je pourrais être un peu moins consciente, je serais plus heureuse par moment. Ouais. Des fois, je me dis, je me prends des pauses, je lis plus les nouvelles. Moi, j'ai pas de télé chez nous depuis 30 ans, donc j'écoute pas les nouvelles, je les lis, parce que je trouve que quand on écoute les nouvelles, on se fait entrer les nouvelles dans le cerveau, puis c'est comme si on n'a pas le temps de réfléchir, donc on acquiesce. Donc moi, je lis les nouvelles, puis là, je réfléchis après, mais je me donne des fois ce mois-ci, je lis pas les nouvelles. C'est pas des bons moments. Non, c'est qu'il faut le faire à un moment donné quand on sent que ça nous atteint trop. À un moment donné, il faut se dire, bon, OK, on prend une petite pause. Qu'est-ce qui fait que tu es si lumineuse dans la vie, puis quand tu as commencé à écrire des chansons, c'est comme un autre côté qui ressort. C'était mon côté très engagé. C'était ce côté-là qui prenait... Mais même encore, je te dis que c'est difficile. Là, je vais sortir un album à l'automne. Je dois me faire vigilance pour écrire d'une façon plus positive. Mais ce qui sort en premier lieu, c'est tout le temps le côté... engagé, profond, sombre, et je dois travailler à ce que ça soit pas toujours ça. Ça l'est par moments, mais c'est difficile, tu sais, d'avoir une réflexion sur la société tout en restant dans une lumière vive. Il y a toujours des ombres dans tout ça. Alors, quand j'écris, j'essaie que la lumière vive dans ces chansons-là, mais il y a toujours un côté qui amène à une certaine réflexion, comme je pense à une chanson qui s'appelle « Sous la loupe ». Là, je ne sais pas si elle va changer de titre, mais ça parle du monde dans lequel on vit. On est comme dans un Twilight Zone. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est très mélangeant. Donc, mais je voulais quand même que ce soit une chanson qui devienne lumineuse à travers ça. Comment on vit avec le fait que... puis je pense que beaucoup de tes chansons, pour plusieurs personnes, auront été incomprises. C'est-à-dire que c'est du pop à la base. Fait que de la musique pop, on l'écoute, puis moi, je suis assez poisson rouge dans la vie, là. Fait qu'il y a des chansons que j'ai entendues pendant des années avant d'en comprendre le sens. Vraiment comme si j'avais zéro de quotient intellectuel. Non, mais j'ai accroché l'air, j'ai du plaisir, je chante ça, mais je réfléchis pas, je suis en mode bonheur, j'entends la chanson, puis même, je fais comme... Un peu comme tu parlais de conduire avec la moustache... Moi, j'ai accroché sur ton tempo, puis j'ai absolument pas compris le sens. Quand tu me l'as dit, je fais, ben oui, voyons donc. Fait que ça m'arrive souvent, ça, de faire comme... As-tu l'impression qu'il y a certaines de tes chansons que les gens ont accroché le tempo, ont accroché le refrain, mais que toi, tu dis, hey, les amis, c'est parce que je suis en train de vous dire quelque chose, là. Ben, tu vois, Apocalypso, ça serait un bel exemple. Ouais. Une chanson de Robert Campeau, la musique de Luc Campeau et Guy Saint-Pierre. Quand je la faisais avec tout le beat puis tout le band, les gens Apocalypso, tout le monde chantait. Les deux bras dans les airs, c'est pas sur une bombe. C'est ça. Mais quand je l'ai refait, je fais tous mes couplets presque avec juste des instruments qui viennent un peu créer une atmosphère apocalyptique. Et là, les gens, après le spectacle, venaient me voir puis me disaient « Hey, j'avais jamais compris cette chanson-là, mon Dieu! » C'est vraiment un grand texte de Robert Campeau, c'est vraiment une grande chanson. Et la mélodie permettait à ce que je la fasse, justement, juste avec la mélodie puis des atmosphères. Et là, les gens comprenaient que quand j'arrive et que le Ben rentre à Apocalypso, ça veut dire « Regardez qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train d'Apocalypso, mais on est sur une bombe, on danse, mais c'est intense, là. » Alors, mais... Tu sais, si chaque texte était compris rapidement, je pense que ça n'aurait pas le même poids. Je pense qu'il faut alléger. Des fois, comme là, j'ai écrit une chanson, puis ça s'appelle « La bande ». Je ne dirai pas de quoi je parle dans cette chanson-là, mais quand les gens vont danser sur cette chanson-là, c'est Thierry Larose qui a écrit la musique, c'est moi qui ai fait le texte. Les gens vont danser là-dessus, puis ils ne sauront pas la gravité de ce texte-là. Ça parle de la bande, mais c'est vraiment un texte qui est intense, qui amène à une certaine réflexion par rapport à notre
oui, à notre façon de gérer notre société. C'est quand même fou, parce que le gros de ton répertoire, 86-93, là, le gros nœud, là, on est en 2024. Ouais. Puis ces tunes-là, pour la plupart, ceux qui ont marqué ta carrière, c'est des chansons qui pourraient sortir demain. Oui, les textes sont encore malheureusement beaucoup d'actualité, sinon même plus. Tu vois, quand j'ai fait la chanson « Et s'il était trop tard », le clip termine, et ça fait 30 ans que j'ai fait ce clip-là. C'est mon frère qui l'avait réalisé, et mon frère Luc Beauchamp qui avait réalisé ce clip-là, qui est magnifique. Et à la fin, j'avais dit, on va mettre un extrait d'un texte d'Hubert Reeves, et Hubert Reeves m'avait permis de mettre ce texte-là, et qui disait, on a 25 ans pour réagir. Si on ne réagit pas, ce sera difficile de retourner, de passer à travers. Puis on est là. On est là, on est 30 ans plus tard, on est même plus tard que ce qu'il disait. Et oui, il y a eu des avancées très positives, on ne le cachera pas. On s'en sort relativement bien, mais quand on écoute, les scientifiques disent, nous-mêmes, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, parce que ça peut être comme, tu sais, les jeux de cartes qui tombent. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui dérive, oups, c'est fini. Alors, et Hubert Reeves le disait, puis moi, j'ai fini mon clip avec ce texte-là, qui pour moi m'avait jeté à terre quand j'avais lu ça, et je voulais le partager. Là, il est grand temps qu'on reparte à zéro. Là. Oui, il est grand temps. Là, vous m'entendez boire, mais c'est de l'eau que je bois, parce que sinon, je parlerai encore plus. Ben, c'est drôle parce que j'ai commencé à faire de la radio exactement comme tu étais au pic de ta carrière, avec je t'ai joué à la radio. Et il y a quelques chansons qui, dans une vie, sont marquantes. Puis, moi, repartir à zéro, c'est drôle comment on s'approprie des chansons, comme première vraie peine d'amour, mi-vingtaine, plaquez-là, dépression, prends des pilules, tu sais, là, my God, Puis, t'as tout perdu. Puis là, j'avais acheté le vieux char à ma tante, un espèce de Charger qui a un aigle orange en avant sur le hood. Ben, j'avais 300$. Puis le char, il n'y avait pas de break. Oh my God! C'était vraiment la catastrophe. Wow. Et toutes les fois que j'embarquais dans cette voiture-là, je chantais repartir à zéro. Ah! C'était comme... OK, même si tu repartais avec une auto, pas de frein, tu repartais à zéro parce que ta vie repartait. Wow! Pas le choix, on repartait à zéro. C'est beau quand même. Je suis convaincu que cette chanson-là a été prise hors contexte par beaucoup de personnes pour leur redépart à zéro. Oui, bien, il y en a beaucoup qui m'ont dit, et moi, je venais me séparer, là, puis j'écoutais cette chanson-là en boucle pour m'encourager à poursuivre. Des gens qui avaient été malades, je me suis souvent fait dire des choses que ça les a vraiment aidés, parce que, tu sais, dans une vie, on repart souvent à zéro, hein, on se rend pas compte, mais un travail qui se termine, surtout nous, les travailleurs autonomes, donc on sent qu'on repart dans une nouvelle aventure. C'est pas nécessairement négatif, mais on repart souvent à zéro dans nos vies. On va en parler tantôt, là, mais vous venez de finir la série de shows Les Trois Girls. Oui. Puis, je l'ai vu trop souvent, là, parce que c'était vraiment trop bon, puis je trippe sur vous trois. Ce qui me fascinait, c'est de voir comment tes chansons à toi ont, je ne veux même pas dire bien vieilli, parce qu'elles ont juste pas vieilli. Et ce qui me fascine d'autant plus, c'est qu'on a dit que les textes auraient pu être faits aujourd'hui, mais les arrangements, la musique, la sonorité, c'est encore là. Oh oui, ça a bien vieilli. Je suis vraiment très, très heureuse. Puis tu sais, quand dans ce spectacle-là, tu sais, j'ai revisité Apocalypso, j'ai revisité Les Femmes voilées aussi, qui sont faites dans une autre vision complètement. Et ça, c'est important aussi de relire, de refaire une nouvelle vie à ces chansons-là, par amour, parce que moi, je suis en amour avec toutes les chansons que je chante. Je suis encore en amour avec Repartir à zéro. Ah oui. Tu sais, il y a des gens qui me disent, t'es pas tannée de la chanter. Non, je serai jamais tannée de chanter
ces chansons magnifiques-là qui me... Tu sais, je les ai portées, mais elles m'ont portée aussi. Hein? J'aurais pas eu de carrière si j'avais pas ces chansons-là. Et ça, je trouve ça important de le dire parce que il y a beaucoup de grands artistes qui auront jamais la chanson qui va les propulser. Moi, je les ai eus, j'ai été très chanceuse et je remercie les auteurs-compositeurs qui ont écrit pour moi parce que pour moi, c'est vraiment à cause d'eux que ça s'est déployé. Tu sais, j'aurais peut-être eu une carrière, mais pas, disons, à cette ampleur que j'ai eue grâce à ces chansons. C'est quoi ta toune que tu dis, celle-là, là, dans mon parcours, là, Colin, elle a été un domino qui en a fait tomber d'autres. Ah, de repartir à zéro, c'est certain. Oui. Repartir à zéro, c'est vraiment la chanson qui m'a propulsée. Parce que là, toutes les radios sont embarquées. Là, ça a été comme... Ah, mais pas au début, pas tous. OK. Oui, mais c'est vraiment la chanson. C'est un texte de Daniel Faubert, une musique de Germain Gauthier. C'est vraiment la chanson qui m'a propulsée et qui a permis à d'autres chansons aussi d'exister. Tu sais. C'est aussi, quand il y a une chanson qui te propulse, les autres chansons prennent une place aussi. Ce qui est particulier quand nos chansons vieillissent bien, c'est que le public se renouvelle. Oui, ça c'est fantastique. Ça, c'est un cadeau. Fait que là, t'as pas juste des barbes grises comme moi qui t'aiment, là. Ben, pas juste des vieux monsieur qui disent « Ah, elle est bonne, la madame! » Et c'est drôle parce que l'été dernier, j'ai fait un spectacle pour la communauté gay et après le spectacle, c'était toutes des jeunes qui sont venus me voir, qui me connaissaient pas et qui, là, tout d'un coup, étaient en amour avec moi. Moi, j'étais comme « Mais mon Dieu, vous êtes un cadeau dans ma vie! » J'en revenais pas. Il y avait cette espèce de coup de foudre-là qui s'est passé ce soir-là. Puis c'était vraiment, vraiment une belle soirée pour moi parce que on aurait dit que je récoltais de l'amour que je m'attendais jamais de récolter. Fait que c'était bon. J'étais surpris de voir, je ne savais pas que tu as coproduit tous tes albums. Pas tout, mais beaucoup de mes albums, je les ai coproduits. Rapidement, tu as compris que c'était une industrie qui pouvait pas t'avantager si tu faisais pas un take control de tes affaires? Je sais pas si je le comprenais parce que tout à l'heure, tu disais que j'étais naïve et je l'étais. Quand j'ai commencé cette carrière-là, j'ai fait un gros show que j'ai produit moi-même qui m'avait coûté 20 000 $. À cette époque-là, c'était beaucoup, puis j'avais pas de 45 tours, j'avais pas de disque, puis après, ils sont venus me dire, mais c'est pas de même, ça fonctionne, le showbiz. Il faut que tu fasses un 45 tours, t'es un hit, puis tu fais un show. Je dis, ah oui, je savais pas. J'avais pas du tout suivi le parcours qui devait être fait. Je pense que c'est l'histoire de ta vie, ça? Oui, c'était pas mal l'histoire de ma vie. Alors là, j'ai rencontré, il y a des producteurs qui étaient venus voir ce spectacle-là. Donc, j'ai rencontré beaucoup de producteurs qui étaient intéressés à s'occuper de moi. Et j'ai commencé à travailler avec Jean-Claude L'Espérance. Et lui, il m'a dit, si tu veux, on va coproduire ensemble. J'ai dit, ouais, mais moi, je viens de dépenser 20 000, là. J'ai plus d'argent. Il dit, ben c'est pas grave, le premier 20 000, je vais l'investir, puis après ça, je vais investir l'argent, puis après, on séparera et tout. Et là, ça a commencé comme ça, puis là, j'ai comme compris comment ça se passait, et puis j'ai toujours, effectivement, le fait d'être coproducteur, ça nous donne un plus grand pouvoir sur ce qu'on va faire, mais j'ai été choyée parce que Jean-Claude et sa femme Louise Claude, m'ont toujours laissé vraiment libre cours tout au début de ma carrière. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé aller dans l'espèce de folie qui m'habitait et qui m'habitera toujours. Et d'un point de vue producteur, il y a plein d'affaires qu'un producteur pur t'aurait, entre guillemets, peut-être refusé. Complètement. Parce qu'au début, tes productions coûtaient cher, là. Mais mes productions coûtaient tellement cher. Le chapeau avec la boucane, la piscine avec de l'eau, là, c'est comme toi, Joe, là. Oui, bien juste les lisses dans le spectacle. Mais tu sais, ce que j'ai remarqué qui me fait une espèce de petit choc au cœur, c'est qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ce spectacle-là dans les salles. Je prenais en feu dans mon show. J'avais des torches et j'allais me brûler sur les torches dans mes bras, puis je chantais, puis j'étais en feu. Aujourd'hui, tu peux plus allumer une chandelle dans un théâtre. Il n'y a plus un assureur qui va pour... Non. J'embarquais sur un hélice. Il n'y a pas d'assureur aujourd'hui qui me laisserait faire ça. Les producteurs ne voudraient pas. La piscine, je chantais avec un micro assise dans la piscine. C'est sûr que il y avait peu de chances que je m'électrocute, mais
je sais pas, et je pense pas qu'il dirait, ben ça fait un dégât d'eau et tout ça, ce qui est jamais arrivé. Puis bon, fait que donc aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ce spectacle-là, ni financièrement parlant, parce que ce serait pas rentable, mais aussi les salles ne me permettraient plus de faire un spectacle comme ça. C'est fou quand même. Comment on a aseptisé même l'art, quelque part. Tu as dit que tu as commencé comme comédienne. Dans le fond, tout ce côté-là, c'est de la comédienne en toi qui s'explose dans ce temps-là, sur la scène, dans tes vidéoclips. Tu fais, j'ai pas fait carrière comme comédienne. Je vais jouer en chantant. Bien, je pense que quand j'interprète une chanson, je l'interprète vraiment comme une comédienne. Je pense que je suis plus une comédienne qui chante qu'une chanteuse. Parce que je pense tout le temps à l'émotion, à qu'est-ce que j'ai envie de communiquer, puis ça vient vraiment du théâtre. Et aussi, j'aime travailler en équipe. Je suis une fille d'équipe. Je pense que de plus en plus, les chanteurs-chanteuses sont des gens qui travaillent en équipe, mais à l'époque, j'étais quand même une des seules qui aimait travailler en équipe. J'avais mes metteurs en scène, j'avais mon attaché de presse qu'il fallait qu'il soit là pour donner son... Tu sais, c'était vraiment un travail d'équipe. Et encore là, je suis une personne qui aime s'entourer. J'aime travailler en équipe. Puis t'aimes le monde. J'aime le monde. ça, c'est certain. J'adore le monde. Je vais faire un profil psychométrique à mes invités pour mieux comprendre leur personnalité un peu. Vas-y. Alors, c'est le profil Nova qui détermine la personnalité des gens en code de couleur. OK. Puis qui dit c'est quoi nos motivations dans la vie. OK. J'ai hâte de savoir. Ça dit qui on est au naturel, puis qui on est peut-être devenu en adapté. Ah, OK. Puis j'ai 2 jours devant moi. Ah bon? Curieux de savoir laquelle... Ça m'étonne pas. Paradoxal. Paradoxal. Écoute, pendant une demi-heure avant que tu arrives, on chantait juste sans boucle. Mais juste paradoxal. Ah oui, juste le mot. Un mot qui tourne en rond. La couleur prédominante, c'est pas surprenant, c'est le jaune. Le jaune, c'est le bonheur, c'est le soleil. C'est un sérieuse envie d'avoir du plaisir. Oui. C'est important, c'est sérieux le plaisir, là. Ah, pour moi, c'est important. N'est-ce pas que ça? Là? Non. Il y a un plaisir. J'aime quand, tu sais, on est plusieurs autour de la table, on mange, on a fait une bonne bouffe. Quand je vais, tu sais, à la campagne, je m'en vais dans le bois. Pour moi, c'est un plaisir. Aller nager dans mon lac, c'est un plaisir. Je suis une femme de plaisir et j'aime beaucoup rire. Moi, si tu me fais rire, là, je vais être heureuse. J'adore rire. Des fois, je vais écouter des niaiseries sur YouTube juste pour rire parce que j'aime rire. Puis des fois, tu sais, la vie va tellement vite qu'on s'arrête pas pour rire. Puis moi, ça me manque. J'ai besoin de rire. J'aime ça, la folie. C'est curatif. Oui. Une de tes armes redoutables, c'est probablement d'être capable de convaincre ou d'influencer quelqu'un si tu te décides. C'est redoutable dans quel sens? Tu veux dire que j'y arriverai pas? Non, tu vas être capable. Ah, OK, oui, ça, c'est certain. Oui, c'est fort, là. Oui, c'est très fort. C'est très fort. Je sais que je suis même un petit peu fatigante. Si tu veux manger du spaghetti, attention, on mange du spaghetti. Ah non, pas à ce niveau-là. Okay. Ah non, ça, je suis complètement ouverte. Des fois, j'ai le goût de manger quelque chose, mes enfants arrivent, « Oh non, maman, on aimerait mieux. » Ben, OK, il n'y a pas de problème. Non, ça... Tu regardes les choses importantes. Oui. Ça, si j'ai une conviction profonde, je pense que je suis même fatigante je vais essayer de te convaincre. Ouais, c'est bien difficile d'être comme ça. Ben là, c'est sûr. Je vais sauter aux motivations. Là. Tes 2 motivations les plus grandes. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a 100 en motivation à l'altruisme. Ah oui? OK. Ah ben non, là, t'as cassé la machine. Non, là. c'est sûr que moi, c'est... L'humanisme, don de soi, temps et énergie pour une cause, entraide, bienveillance. Moi, je vis que pour ça. Pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vie d'aider les autres. Comme là, tu vois, mes parents, ils ont 80... Ma mère va avoir 95, mon père vient d'avoir 97. Puis, tu sais, je vais faire leur petit déjeuner quand je suis à la campagne, là, parce que j'habite à côté de leur maison. Je vais faire leur déjeuner, leur dîner, leur souper. Je vais aller balayer, je vais m'occuper d'eux. Je les fais tremper les pieds. Je suis comme... C'est plus fort que moi. Tu sais, j'aime m'occuper des gens que j'aime.
Puis des fois, je suis fatiguée. Je rentre chez nous, puis je dis, oh mon Dieu, j'aurais dû prendre la soirée libre. Et puis j'ai dit, mais non, c'est plus fort que moi. Je suis comme, ah oui, il faut toujours que j'ai aidé quelqu'un, que j'aille prendre soin de quelqu'un. Ouais, c'est fatigant des fois, mais... Puis l'autre grande motivation, ça ne surprendra pas personne, là, mais c'est l'idéologique dans le tapis. Là. Un grand code moral, code d'éthique. Toi, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Oui, mais c'est drôle parce qu'encore là, j'ai un paradoxe parce que j'essaie d'accepter tout. Sauf que effectivement... Est-ce que le mot « essaie » est important dans la phrase? Oui, il est important dans le sens que je te dirais que j'ai des convictions profondes sur justement l'altruisme, sur jamais, je veux pas parler contre les autres, je veux pas, ça fait partie de moi. Ça, je crois profondément je dirais à la bonté. C'est vraiment le mot qui me vient. Je travaille toujours à être dans la bonté. Sauf que, j'ai perdu mon idée. Qu'est-ce que j'allais... Ah oui, si tu arrives puis tu me parles de quelque chose que je connais pas et que ça me brasse un peu surtout, je vais tout faire pour comprendre. Je vais essayer de comprendre de quoi tu me parles, pourquoi tu me parles de ça, qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, je fais, ouais, mais il me semble que ça va pas dans mes convictions. Mais tu sais, moi, je parle beaucoup, tu sais, avec ma fille qui est d'une intelligence extraordinaire. Puis là, des fois, elle m'arrive avec une idée, puis je fais, ah, j'avais jamais vu ça comme ça. Attends, là, il faut que je comprenne. Puis là, je vais essayer de comprendre, je vais décortiquer, il faut pas que ça vienne enlever ma bonté, par contre. Si je sens que ça s'en va là, non, là, ça, je l'accepterai pas. Mais par contre, tu sais, comme à un moment donné, je me suis intéressée à la culture autochtone, puis je trouvais ça intéressant qu'ils voient la vie comme un cercle. Mais je comprenais pas, puis je comprends pas tout le temps encore. Mais je veux arriver, j'espère, avant de mourir, de comprendre la profondeur de cette réflexion-là. J'essaie de voir, puis je trouve ça tellement plus intelligent comme image, au lieu de... Nous, on voit la vie comme une ligne, donc on s'en va vers quelque part, mais on se crée de la pression pour se rendre là. Tandis que le cercle, on s'y promène et il y a des retours possibles et tout ça. Puis je trouve ça tellement beau, mais tu sais, là, je t'en parle, je le comprends pas, mais c'est pour ça que je te dis que oui, sur ma base, je changerai pas d'idée, mais je suis capable de changer d'idée sur ma façon de voir la vie. Parce qu'on a appris à voir notre vie comme d'une certaine manière, puis c'est pas toujours la bonne. Fait que je suis très ouverte à... Non, OK. Hein, comment ça, je pensais ça? C'est donc bien ridicule. Wow, merci. Ça, j'ai cette ouverture-là complètement. Ben, c'est drôle parce que tu as le cognitif à la même hauteur que l'idéologique. Fait qu'apprendre, comprendre, t'as un désir d'apprendre, t'as un désir de comprendre. Carrément. Tu veux... Les gens qui ont le cognitif élevé vont pas lancer des affaires en l'air. Attends, je vais aller me renseigner, là. Oui. Puis après, je vais revenir avec... Donne-moi le temps de revenir avec une opinion. Des fois, j'en lance en l'air, ma fille, elle me ramène. Elle me dit, bon, ben là, maman, c'est quoi que t'as dit, là, tantôt? J'ai dit ça. Elle dit, non, ça se dit, c'est pas ça. Gars, je vais te l'expliquer. Ah, comment ça? Je l'avais pas compris comme ça. Non. Mais c'est important. Et là, à partir de là, tu vas vraiment t'intéresser. Ah oui, là, je vais m'intéresser. Là, je vais lire et tout ça. Mais c'est formidable parce que, tu sais, nos enfants sont toujours plus que nous. Moi, je pense vraiment que nos enfants sont là pour nous apprendre beaucoup plus. On pense qu'on leur apprend, mais au début, oui, on les guide, puis ça, c'est extraordinaire. Mais c'est la balance, là. Hey, eux autres, là, tu comprends qu'ils voient le monde, puis ils comprennent bien plus d'affaires que moi. Fait que là, ils me parlent, puis là, je fais « Ah, ouais, ben voyons, j'avais pas vu ça comme ça. » Et ça, là, j'aime tellement ça, là, et ça, et je me fais ramener des fois à l'ordre. Et puis rapidement, les deux autres couleurs, c'est le vert quand même assez élevé, stabilité, harmonie, une fille méthodique. Pas tout le temps, par exemple. Non. Encore le paradoxal. Paradoxal. Des fois, il ne faut pas que tu rentres dans mon garde-robe. J'ai pas mal tout lancé, là. Bien, là, on va voir. Puis, le bleu, à peu près à 50%. C'est quoi le bleu? Le bleu, c'est la conformité. Oui, non, ça, j'en ai pas tant. Bien, c'est que... À 50, c'est oui puis non. Fait que c'est... Amène ton règlement, on va le regarder.
Oui, non, Oh, oui, ouais. non, non. Ah, non, cette oui. norme-là, non. Cette norme, oui, là, oui, ça, Ouais, c'est ouais. logique. Fait que tu vas choisir. Je vais choisir, mais je suis très sceptique. Je suis très sceptique aux règles, aux règlements. Je trouve qu'on en overcharge, excusez-moi le mot anglais, là, mais c'est fou tous les règlements Ben, qui c'est là où on existent. s'en va. Je t'ai dit qu'il y avait 2 jours. Là. La jour au naturel, si je recap rapide, grand besoin d'interagir dans le bonheur, dans le plaisir, stabilité, harmonie, méthodique, règlement moins regardé, puis le rouge très bas, pète pas de coche, puis éviter des problèmes. Là, gars. Ah non, C'est ça- bien correct. C'est là. Fait que Ah ça, ouais. c'est au naturel. Puis en adapté, on se ramasse avec le vert dans le tapis. Fait que là, c'est un grand besoin de stabilité, d'harmonie. Ah, ouais. Le bleu qui s'en va en bas, rebelle, fait ses propres règles. Ah, ouais, ouais. Le Depuis que je suis jeune, mon père, il me le dit. Fait que le Ah, ouais. jaune qui descend. Fait que Le jaune, choisis- c'était quoi déjà? Ben, c'est Ah, le le bonheur. soleil, oui, Interagir oui, avec OK. tout le monde. Oui, oui. Ben, ça veut dire encore du bonheur, mais je vais choisir avec qui je vais jaser. Je vais pas jaser avec tout le monde. OK, ouais, Oui, ouais. puis non, puis non. Ben, en Puis même la temps, rouge ouais. qui monte, ben, choisis tes combats, les manches plus remontées, là, plus capable de se battre un De peu. se battre. Ah, c'est intéressant. Hey, tu vas-tu me donner la Ben oui. feuille? Ah ben là, c'est un gros dossier que je te donne. Relons quand même. Dieu. Fait que, quand es-tu une ou l'autre? Ou étais-tu une et es-tu devenue l'autre? Je pense que je navigue entre ces deux-là Ouais, souvent. hein? Oui, vraiment, ouais. Je pourrais pas dire que je suis plus une que l'autre. Je suis vraiment, finalement, très instable. Non, non, non. On est tous un peu bipolaires. Hein? On est tous un peu... Non, mais ouais, c'est ça. Peut-être qu'en vieillissant, j'essaie de... Peut-être d'avoir... Non, c'est pas vrai. Non, j'allais compter un mensonge parce que des fois, je m'en allais dire, peut-être qu'en vieillissant, j'ai moins le goût de me battre, mais des Pense fois, je pas, pense ouais. que j'ai plus le goût de me battre. Fait que c'est pas... J'aurais dit pas la bonne chose. Mais non, je me promène entre les deux. Je te dirais qu'il y a des journées que j'ai du front tout le tour de la tête, puis il y a d'autres journées, je suis vraiment un petit oiseau sur une branche. Et parlant de vieillir, d'avoir du front autour de la tête, je me faisais cette réflexion-là. Je fais, c'est drôle pareil que les filles qui vendent le plus de billets de spectacle depuis un bout, c'est 3 filles qui ont leur chèque de pension. Je suis la plus vieille des 3 en plus. Non, mais tu sais, grosso, tu sais, Marie va avoir 65 au mois d'août, le 24 août. Oui, absolument. Tu sais, la pension, c'est sens large, là, mais c'est fou raide pareil ce qui vous est arrivé, vous autres. Oui. Bien, je pense que c'est l'union des 3 qui a fait la force. Parce que je pense que chacune, individuellement, on n'avait plus notre place. Et le fait de se réunir et de se réunir dans la joie, dans le bonheur, on a eu du fun, on a ri. Ah, il n'y avait pas de tirage de couverture. Ah non, c'était wow, on niaisait dans les loges, on faisait les folles. Donc, ça a fait que le monde, ils ont dit, ben voyons, comment ça fait qu'il y a encore du fun comme ça à cet âge-là? Et ça s'est communiqué avec le public et je pense que c'est un grand cadeau de vie, cette aventure que j'ai vécue avec Marie-Denise et Marie-Carmen. Mais, et puis avec toute l'équipe qui était sur scène, les musiciens, tout ça, c'était vraiment un grand moment de bonheur, un cadeau de vie, comme je viens de dire. Comment ça a parti? C'est pas vous autres un soir dans un 5 à 7 en prenant un pichet de bière que vous avez dit, hey, on fait un show. Pas du tout. Non, c'est un producteur qui nous a appelés puis qui nous a demandé si on voulait se réunir les 3. Je sais qu'il avait appelé Marie-Carmen quelques années avant, je crois, puis elle n'avait pas voulu faire partie d'un autre spectacle. Et puis là, quand il lui a dit le nom de Marie-Denise et moi, elle a dit « Ah oui, ça me tente. » Puis là, ben moi, il m'a appelé, puis là, j'ai dit oui tout de suite. Moi, je dis jamais oui tout de suite. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Puis là, j'ai fermé la ligne, puis j'ai fait « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je serais jamais capable. Là. J'ai douté de moi pendant des semaines. Ben, voyons donc. Ah oui, j'ai douté. Je me voyais plus. Puis là, je voulais le rappeler. Puis je savais plus quoi faire. Là. Je me promenais dans ma maison. Oui, j'ai tout ce côté-là, moi, un gros manque de confiance. Et quand on s'est vu au bureau du producteur, puis là, après, je les invitais à venir passer une journée avec moi chez moi, tu sais. C'était
probablement pour me rassurer, mais aussi parce que j'avais le goût de savoir c'est qui c'était, ces filles-là. Je les ai croisées dans un téléthon, je les connais pas. C'est pas parce que vous avez occupé les premières places en rotation du palmarès pendant à peu près les mêmes années on se que connaît vous étiez pas. des chums de filles. Marie et Marie-Denise se connaissaient parce qu'ils avaient fait des tournées avec Starmania, mais moi, je les connaissais pas. Et moi, je te dirais, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais vraiment timide. Quand un artiste venait me parler, je venais rouge, je savais plus quoi dire, je disais juste des niaiseries, c'était épouvantable. J'avais aucun... C'est épouvantable. Alors là, je les ai invités chez moi, puis j'ai préparé de la bouffe. Puis pour le dîner, j'avais préparé une table avec plein de choses pour qu'on reste assise, puis qu'on se serve. Puis je pense qu'on est resté 4 heures à manger sans bouger. On a parlé, on a eu du plaisir. C'était vraiment... Puis après, là, j'ai sorti les desserts, le thé. Puis là, Marie-Denise, qui est celle qui ramène un peu plus à l'ordre que Marie, puis moi, tu sais, on est des rêveuses. Puis toute la quête, elle a dit, ben là, ça serait peut-être le fun qu'on parle du show. Puis là, Marie puis moi, on s'est regardés, on dit, eh ben oui, c'est vrai. Et là, on a passé au salon, on s'est assis par terre, on a mis le thé, puis les desserts. Puis là, on s'est mis à parler de comment on voyait le spectacle, comment... peut-être des petits choix de chansons qu'on avait déjà pensés, peut-être des duos et tout ça. Puis on a tout de suite senti que c'était tellement... oh, wow! Facile. Oui, tu sais, ça coulait, c'était... Moi, ils sont partis, puis là, j'ai dit, garde, oui, j'ai encore peur, parce que je les trouve tellement bonnes chanteuses, puis moi, je sais pas, tu sais, moi, je m'étais retirée avec mes enfants dans la campagne, là, je savais même plus si j'étais vraiment capable de chanter, comment j'allais habiter une scène, tu sais, j'étais quand même fébrile par rapport à tout ça. Et là, j'avais une certaine peur, mais en même temps, j'avais tellement le goût, puis je sentais que j'allais les aimer. Que je les aimais déjà là, après une journée avec elles. Puis ça n'a jamais arrêté. Là. J'ai toujours continué à les aimer. Puis là, je fais la mise en scène de Marie-Carmen pour son prochain spectacle. Puis je suis très, très excitée par ça. Là. Je suis vraiment contente. C'est ça, parce que là, cette tournée de spectacle-là est sur pause. Je pense que c'est une même que tout le monde le dit. Sur pause parce qu'il y a justement des projets. Puis tout le monde se dit, ouais, ben quand ces projets-là vont être faits, là, ils vont pouvoir faire un petit tour de Canada. À 3? Ouais. On espère. En tout cas, il y a du monde qui sont prêts à acheter l'étiquette. Oh oui, ça, c'est sûr. On aimerait beaucoup ça, mais on se dit, concentrons-nous sur nos projets solo. Moi, personnellement, j'hésitais à faire un projet solo. J'étais pas convaincue, j'avais le goût, puis je savais pas. J'aimais beaucoup, moi, faire le spectacle à 3. Je sais pas, il y a quelque chose qui me réconfortait. Je me disais, oh mon Dieu, puis je trouve que quand on arrive tout seul... c'est un gros poids qu'on a sur les épaules. Mais là, je suis partie, là, je suis en train de faire cet album-là, puis je dois dire, je tripe vraiment. C'est mon fils qui fait l'album, qui réalise l'album. Donc, c'est un moyen extraordinaire de faire de la création avec mon fils. Alors, c'est ça aussi, c'est un cadeau de vie. Ne serait-ce que pour l'expérience de vie. Ah, c'est incroyable. On vient de passer une semaine à la campagne tous les deux. Et puis, j'ai organisé mon cabanon. C'est fait un studio dans le cabanon parce que mon cabanon est chauffé, mais c'est un beau cabanon quand même. Mais full de stock, mais en tout cas. Mais on s'est organisé un petit studio là. Puis là, ben, des fois, il allait enregistrer, il revenait avec une mélodie. Ah, ouais, OK, là, moi, je partais avec mon crayon, je réécrivais le texte parce qu'il chantait mal et tout ça. Fait que ça bouillonnait de création. Là. C'était vraiment une belle semaine. Là. J'arrive tout juste. Là, je l'ai laissé juste avant d'arriver ici. C'était un gros, gros moment de bonheur d'être avec mon fils puis de faire cette création-là, vraiment. Autre moment de bonheur, votre tournée s'est terminée en climax. Tu sais, faire un show symphonique, là, ça n'arrive pas tous les jours dans une vie. Là. Ça m'arrivera peut-être plus jamais. J'étais dans la salle là, parce que je voulais pas manquer ça, là, c'est sûr. Tu sais, il y a des soirées magiques où il y a de l'électricité dans l'air. Là. Ah ouais. Comment tu l'as vécu cette soirée-là? Écoute, c'est tellement étrange parce que tu t'appréhendes un peu, c'est avec l'orchestre symphonique, t'as le trac, t'as peur. Puis quand ça se fait tellement vite qu'après tu fais « Mon Dieu, comment ça se fait que c'est déjà fini? J'en ai-tu profité comme j'aurais dû en profiter? » Tu ne sais plus parce que ça va trop vite. C'est le temps de tes chansons. Mais j'ai vraiment aimé
aimé être porté. Tu sais, au début, là, la première fois que j'ai entendu l'orchestre symphonique partir, c'était notre chanson d'ouverture. On était à Québec. J'ai pas été capable de chanter. Je pleurais comme un enfant. J'étais comme, mon Dieu, j'étais pas capable de chanter. C'était tellement beau. Et là, après, j'ai passé par-dessus ma peine, puis là, on a chanté. Mais c'est incroyable. C'est grandiose. Et tous les chanteurs disent, je rêve d'avoir un orchestre derrière moi, Qu'est-ce que ça change d'avoir autant de musiciens derrière toi? Tu te sens-tu plus grand? C'est qu'il y a une charge émotive qui est là. C'est comme une musique, tu sais, c'est comme quand tu écoutes l'orchestre symphonique, quand tu écoutes de l'opéra, il y a quelque chose de grand là-dedans. Tu sais, les violons qui rentrent, c'est pas juste 3 violons, 4 violons, un violon, c'est plusieurs violons qui viennent te donner un frisson. C'est les instruments, les percussions derrière. Il y a quelque chose vraiment de grandiose. Ça rentre dedans. Oui, ça te rentre dedans, mais ça te rentre pas juste, ça te rentre dans le cœur. C'est tellement beau. Le mot qui me viendrait, c'est grandiose. Le cœur est comme à une espèce d'apogée quand tu reçois tout ça. Là, tu chantes, puis c'est « Oh my God! » Puis il faut que tu restes concentré à chanter. Puis tu sais, il faut que tu les écoutes, mais tu les écoutes pas trop parce qu'il faut que tu chantes, tu sais. Mais c'est ça, les premières fois, j'étais vraiment à chanter parce que je les écoutais trop. J'étais comme... Mais c'est ben trop beau, c'est incroyable. Là. Ouais, c'est quelque chose, c'est beau. Tu sais, t'en as fait allusion, t'es parti dans le bois. Tu sais, puis pour certains, on pourrait dire, c'est une image. Mais toi, t'es vraiment parti dans le bois, puis pas un peu, puis pas un an ou deux. Là. Les enfants disaient qu'on restait d'un trou. Et parce qu'on restait tellement creux dans le bois. Là, maintenant, ça s'est développé là, depuis, je dirais, 5-6 ans, ouais, à peu près 7 ans. Tu as vraiment fait un gros tourne-la-page à un moment donné? Ah oui, parce que moi, mon rêve, c'est d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Puis je me disais, le jour où j'ai des enfants, je vais aller les élever en campagne. Je me disais ça depuis que j'étais adolescente. C'est ce que tes parents ont fait, toi, toute jeune? Non, mes parents m'ont élevée à Laval, à Montréal et Laval. Où j'ai ramassé ça comme information c'est comme très jeune, vous êtes déménagé? C'est vrai, tu as raison. Quand j'ai eu 4 ans, mes parents sont allés vivre 1 an à la campagne. OK, mais ça n'a pas passé. Non, c'est le contraire. Je suis tombée en amour avec la nature parce que je trouvais que entre vivre sur un trottoir et te sentir « va pas là, va pas ci, fais pas là ». Et là, je sortais dehors, ma mère me laissait aller, j'allais dans les balançoires toute seule. J'ai goûté à la liberté. J'aimais quand je vais être grande, moi, mes enfants. Ah, et là, je me suis dit un jour, c'est ce que je veux créer avec mes enfants et c'est ce que j'ai créé. Nous, là, t'étais la chanteuse la plus urbaine que le Québec a connue. Tout le monde pensait ça. Puis tu t'en vas vivre dans le bois. Oui, puis j'ai vraiment, mes enfants et moi, on sortait tous les jours dehors, le matin, le soir, l'après-midi, on était toujours dehors, le plus possible. À moins 40 degrés, on sortait dehors. Il n'y a jamais une journée qu'on ne sortait pas dehors. Puis c'était 2-3 fois, des fois, on allait voir les étoiles. J'étais une fille. Moi, je vis dehors. J'adore être dehors. T'es une hippie? Ah, j'étais une vraie hippie. Oui, ben moi, je m'habillais en hippie quand j'avais à peu près 7-8 ans. Non, pas 7-8 ans. Je te dirais... J'étais au secondaire, 10-12 ans, je m'habillais, je sais pas comment ça fait que je connaissais les hippies, mais je m'habillais comme eux autres. J'ai tripé tout de suite sur ce mode de vie-là, puis j'étais très jeune. Probablement que je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, là, mais j'aimais comment ils s'habillaient. J'aimais leur côté un peu space, là, tu sais, aérien, là, et ça me convenait complètement. Alors, tous les vêtements, je me faisais des vêtements, c'était style très hippie. Écoute, j'étais jeune, puis je portais, tu sais, les bandeaux. Mais non, c'était comme un ruban que je me mettais. Je faisais un nœud au milieu, puis je me mettais un ruban, puis... Ah oui, j'ai tout connu ça, là. Ça devait venir de l'image qu'on avait des peuples autochtones avec quelque chose sur le... Je sais pas d'où ça venait, parce que j'avais vu ça, puis je faisais ça. Je sais pas où j'avais vu ça, d'ailleurs. Là, c'était-tu campagne mode simplicité volontaire, retour à la terre, t'as tes légumes, puis... Non, pas retour à la terre, mais simplicité volontaire tellement, parce que je voulais pas beaucoup travailler. Alors, j'acceptais que les contrats, que quelques contrats par année pour survivre.
Puis on vivait avec pas beaucoup. Mes enfants mangeaient bien, mais c'était pas dans l'abondance de tout, là. Non. On avait un style de vie. Il fallait être heureux avec ce qu'on avait. Et j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a beaucoup appris. Tu sais, des fois, aller faire ton épicerie avec... Dans simplicité volontaire, il y a le mot volontaire. Hein? Oui, complètement. Ça, c'est mon téléphone qui sonne que j'ai oublié de fermer. C'est pas grave. Après 3 coups, il va arrêter. Puis ils vont dire comme toujours... Non, ils vont dire comme toujours, réponds pas. mais on paye des boîtes vocales pour bien que ça oui, serve. c'est ça. Mais c'était, tu sais, partir faire ton épicerie avec 25 $, là, moi, ça m'est arrivé. Puis de me dire, bon, il faut qu'ils mangent bien, mes enfants. Puis j'achetais ce qu'il fallait pour le souper, avec pas beaucoup d'argent. Et je te jure, ils mangeaient des légumes. Tout était parfait. Et on était heureux. Tu sais, le bonheur, c'est sûr que des fois, ça crée de la pression de ne pas avoir de sous, mais je suis contente de l'avoir vécu parce que maintenant, je le comprends. Je sais qu'est-ce que c'est, les familles, surtout en ce moment, je pense souvent aux familles, comment ça coûte cher. Je ne sais pas comment je ferais. Là. Moi, j'avais 3 adolescents. Tu sais, quand ils étaient adolescents, là, on finissait de souper, les gars, ils s'en allaient se faire des céréales, puis je disais, hey, on n'a pas fini la vaisselle, c'est des estomacs sur 2 pattes. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis je me souviens quand j'ai acheté un melon pour le repas, un melon français, puis là, après, fallait que j'en achète 2, 3, puis il en manquait presque. Ouais. Je me dis, les familles aujourd'hui, comment ils font? Je pense souvent à ça. Cette maison-là, tu as vécu le deuil de cette maison-là? Il y a la maison à la campagne, il y a quoi? Il y a 2, 3 ans? 3 ans, 3 ans, oui. Ça a été ça a été un vrai deuil, c'est ce que je comprends. 2 ans à rêver tous les soirs à cette maison. Mais c'est quoi? C'est que puis, genre, pendant 5 ans, tu la mettais à vendre. Là, tu enlevais la pancarte. Non, OK, on la remet à vendre. Oh non, je suis pas capable. Écoute, quand je suis sortie de chez le notaire, là, je me suis assise dans ma voiture, puis pendant 2 heures, j'ai pleuré. Là, j'ai appelé mon fils, puis je pleurais. Puis là, je voyais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Puis, j'ai signé, là. J'ai signé. Je pleurais, puis je disais, pourquoi j'ai fait ça? Mais c'était une pression parce que c'était une maison qui était énorme, puis c'était formidable. Hein? Tu sais, moi, les enfants avaient toujours des amis à la maison. J'ai hébergé des enfants qui ne s'entendaient pas avec leurs parents. Les enfants venaient passer des semaines. C'était équipé pour faire une commune, là. Oui, c'était une commune chez nous, là. Puis, mais à un moment donné, tu sais, c'est beaucoup de temps à investir pour entretenir et tout ça. Fait que, il fallait que je parte de là, mais tout était tellement parfait dans cette maison-là. C'est ça qui était difficile à quitter, là. Tu sais, moi, je mettais mes raquettes dans mon entrée, dans mon hall d'entrée, puis je partais, puis je rentrais dans le bois avec, tu sais. Fait que je quittais tout ça, là. C'était vraiment genre difficile. 1 an pour faire le ménage, puis non, ça, je le garde pas. Un été, okay, ouais, ça s'est décidé très, très vite. Et là, j'ai vécu dans un... En fait, j'ai été 1 an sans voir de domicile. Je vivais chez ma fille. Une SDF? Oui, j'étais vraiment... Oui, carrément. Après, j'ai acheté un shack. Là, j'ai vécu dans un shack avec plein de souris. Là, c'était le fun. Oh my God, je me souviens d'un soir, j'ai cru voir une souris parce que je les entendais. J'ai cru voir une souris. Non, mais je les entendais, mais je les voyais jamais. Et là, j'ai cru en voir une et je suis partie en pleine... il était peut-être 00:30, je suis partie. Puis je me suis envenue à Montréal, parce que j'avais trop peur, parce que je l'avais vue dans ma chambre. J'avais pensé la voir dans ma chambre. Je ne sais pas si je l'ai vraiment vue. Et c'était... J'ai aimé ça aussi, vivre dans un shack, quelque chose. Un shack sur le bord d'un lac, c'est ça? C'était sur le bord d'un lac. C'était un tout petit shack qui avait appartenu à ma grand-mère, qui était à peine hivernisé. C'était tout petit, fait que c'était pas difficile à chauffer. Et je vivais là et c'était tout croche. Et des fois, je faisais des zooms, puis là, il fallait que je me trouve un angle pour pas que le monde voie les tissus qui recouvraient le plafond. Mais c'était, tu sais, puis là, on était en train de monter, on était en train de jouer, tu sais, le show pour une histoire d'un soir qui était tellement glamour. Le monde, il savait certainement pas que après, je conduisais jusqu'à mon petit shack. Tout croche, tout, tu sais, vraiment tout croche. Ça avait pas c'était les arpents verts, là. C'était les arpents verts. Non, c'était presque pire que ça, sauf que j'avais pas de cochon dans la maison.
Non, mais moi, Juste j'aime... des souris. Encore une fois, paradoxal, j'aime cette dualité-là. Tu sais, Ouais. la fille est sur scène, tout le glamour, adulé, signe les autographes, les beaux vêtements, les robes, ouais. les maquillages, puis après ça, elle va dans le char, puis les Ouais. enfants vers son dé. Tu sais. Carrément, c'était ça. Je rentrais dans mon chèque, puis tu sais, toute la pandémie, là, j'ai été passer des fois des semaines, là, puis tu sais, mes parents étaient à côté, mais il fallait toujours que je passe 2 semaines avant d'aller les voir, pour oui. pas leur... si j'avais, tu sais, vu que j'étais en contact avec des gens, Absolument. je passais 2 semaines toute seule dans mon chèque avant d'aller voir mes parents. Fait que si je vivais vraiment dans mon chèque toute seule, comme une ermite, tu sais, mais j'apprécie tout ça parce que c'est des expériences, c'est explorer des choses en soi et dans nos vies, là, j'aime beaucoup. Puis, t'es du genre, toi, même quand t'es seul, à te donner du love dans la préparation de ton repas, faire un beau repas, puis faire une belle assiette. C'est pas parce que je suis seul que ça va être laid, non. que je me gâte pas, là. Des fois, j'ai tellement honte parce que c'est tellement beau. Je fais comme, oh mon Dieu, mon souper est beau, là, ça n'a pas de bon sens. T'es tout seul avec toi-même, Tout là. seul avec moi-même. Je me suis fait un souper, là. Tu peux pas savoir comment je me garde. Envie de le mettre sur Instagram, là. Ah ouais, mais moi, c'est ça. Je suis pas tant réseaux sociaux. Il faut que je me développe un peu. Je développe ça, mais non, je me fais des soupers vraiment. Oh oui, j'adore ça, me faire à manger. Mais tu sais, des fois, c'est pas si bon, mais c'est beau. Ben! Au moins, c'est bon, tu sais. Ben, oui. Au moins, Quand même. c'est Non, beau. Non, compris. Non, mais Ouais. la plupart du temps, c'est bon. Mais tu sais, des fois, je fais des expériences. C'est pas toujours réussi. Tu sais, ben moi, je suis beau. mais je suis végétarienne, tu comprends? Fait que des fois, tu te dis, je vais aller explorer ça. Puis finalement, non, je le referai pas. Mais Mais c'est beau. Mais il y avait des belles couleurs. Oui, il y avait des belles couleurs. Toujours des belles Les plats couleurs. végés, il y a des belles couleurs. Tu sais, contrairement Oui. à l'autre alimentation qui Oui. est souvent beige. Oui, qui est brune. puis tout dans Brun le- beige, c'est là. ça, Qu'est-ce que tu manges avec ton brun et ton beige? Oui, là? c'est Mais ça. au Faut moins, que là, tu il y a mettes de la couleur. Au moins, il y a de la belle couleur. Le conférencière? En Oui. fait, oui. J'en fais de temps en temps. Puis là, je donne les buzzwords dans tes pubs. Là. Être de bonne humeur, c'est pas fatigant? Non, c'est pas fatigant. C'est extraordinaire, mais ça demande, par exemple, c'est demandant. Mais pas... peut-être fatigant dans le sens de demandant, mais non, c'est être de bonne humeur. Moi, je me lève de bonne humeur le matin. Je me rappelle, il y avait un de mes chums qui me dit comme... Comment tu fais pour te lever tout le temps de bonne humeur? Ben, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça. C'est dans ma nature. Je me lève de bonne humeur. Je suis jamais de mauvaise humeur. Puis dans ta conférence, essaies-tu de donner des codes aux gens pour qu'ils voient la vie sous cet angle-là? Bien, ma conférence, je me raconte un peu. Tu sais, je suis pas conférencière du tout, mais il y a des gens qui m'invitent à aller parler. Et puis, j'ai fait comme une espèce d'historique de mon parcours avec mes moments difficiles et mes beaux moments, tu sais. Puis à travers ces moments difficiles-là, parce que j'ai vécu des crises de panique, j'étais plus capable de rien faire et tout ça, mais tu sais, des fois de le partager et de dire qu'on peut s'en sortir, mais que la meilleure façon de s'en sortir, c'est pas les médicaments, tu sais, ça peut aider, si tu veux, au début, parce que c'est vraiment intense. Mais moi, quand j'ai commencé à faire des crises de panique, j'ai pas été vers les médicaments, mais c'était très, très difficile parce que tu n'es plus capable de rien faire. Tout devient quelque chose d'épouvantable. Tu peux plus. Et je voulais pas aller vers les médicaments, donc ça a été beaucoup plus long. Mais c'est plus profond comme guérison. Tu te guéris, tu mets pas un diachylon sur ta plaie. Tu travailles à te guérir, mais tu connais aussi ta fragilité. Ça, tu sais jamais quand ça peut revenir, mais tu es dans l'accueil de cette maladie-là, de ce mal-être-là, qui est terrible quand les gens me disent « je suis pas bien, je le comprends tellement. » Là, je le ressens dès que les gens me le disent. Et c'est parce que je le sais, parce que je l'ai vécu. Je sais ce que c'est. Et on ne doit jamais négliger ces paroles-là que les gens nous envoient parce que c'est fort ce qu'ils vivent. C'est fort quand on vit ça, là. C'est très, très intense. Tu as donné de belles pistes et des ingrédients de se faire une belle assiette pour soi-même, oui. D'aller marcher dans son bois. Marcher a été, moi, vraiment... C'est curatif, ça, marcher. Curatif. Je pouvais marcher des 3 heures dans ma journée. Juste pour... Marcher dans le bois, c'est méditatif. Il n'y a rien. Tu fais juste regarder les arbres, les oiseaux, et tu te regardes toi aussi.
Fait que donc, t'es entouré. Tu sais, quand on dit le beau repas, mais quand tu vas dans le bois, t'es entouré de beauté. C'est beau, c'est... Tous les sons, tout est beau. Tu sais, c'est comme, il n'y a rien que tu dis, arc. Non, tout est beau. Même la boue est belle, tu sais, dans un champ, tout est beau. Le petit ruisseau que tu croises. Faut être vraiment dans une journée positive, là. La boue belle. OK, belle la boue. C'est beau. Je me fais rire. T'as clairement un bon sens de l'humour. Oui. Comment t'as vécu avec, avec toutes les parodies qui ont été faites sur toi au fil des années? Ah, ça me fait rire. Le bye-bye, RBO, tout le monde. Ça m'a tout à fait rire. Moi, il y a un sketch de RBO qui, à toutes les fois que je pense à toi, me revient en tête, c'est celui-là. Ma première invitée est une chanteuse très sexy. Elle s'appelle Marie-Michel Desrosiers. Excusez, je me suis trompé de fiche, ça n'a pas de rapport. Bon, elle s'appelle Jo Bocan, mais on m'a dit que son vrai nom, c'était Joanne Beauchamp. Ça s'était appelé Joanne Brochu, ça aurait donné Jo Bocu, mesdames, messieurs. Mais RBO, ils t'ont tellement fait souvent, c'est pas de sens. Mais là. Guy Lepage avait dit ça à la disque, et mes enfants écoutaient la disque, puis on dit « Hey, maman, il vient de dire beau cul! » Il était tout petit, puis il avait trouvé ça épouvantable. Puis avec le chapeau de Joe Buchanan. Oui. Non, puis c'était drôle parce qu'il m'avait imité comme... C'est peut-être qu'une chèvre? Oui, c'est ça. Dans le même clip. OK, c'est ça. Il m'avait imité qu'une chèvre. Puis que je parlais toujours de mon équipe. Mais vous savez, mon équipe, moi, ça me fait rire parce que je me reconnais souvent, quand les gens m'imitent, je me dis, oh mon Dieu Seigneur, je suis vraiment comme ça, c'est horrible. Qu'est-ce que les gens recherchent sur Google lié à ton nom? Oh mon Dieu, j'ai aucune idée. Hey, je suis tellement... Moi, il faut que je développe ça, le côté réseaux sociaux. Là. Il faut que je... Écoute, les gens ont une obsession. T'es avec qui? C'est vrai? Conjoint, tu le sais, toi? nouveau conjoint. Ben parce que t'es capable d'interroger Google pour savoir qu'est-ce que les gens cherchent. Je savais même sur quelqu'un, conjoint, Voyons nouveau donc. conjoint. Il y a des noms qui sortent en plus. C'est vrai, quel nom? Ben, ton producteur. Ah, OK. Je pensais que tu allais me dire des noms de gens fictifs. Non, fait que là, ça dit, là, puis là, couple, puis là, écoute, avec qui es-tu en amour? Voyons, je savais pas, je vais googler ça. Je mets mon nom, couple. Conjoint. Oui, okay. Exactement, oui. Ah oui, je vais essayer ça ce soir. Mon Dieu, c'est trop drôle. Puis là, l'affaire, c'est que tous ces liens-là, quand on clique, arrivent sur absolument rien. Fait qu'il n'y a rien. Fait qu'on voit que, comme je parle comme mon père, les gens sont très intrigués, mais il y a zéro information. Ah, OK, mais comment t'as su producteur? Parce que dans c'est que les gens entendent le nom de Martin Leclerc, ton producteur. Fait que, associé à vous autres, fait que, elle doit être avec Martin Leclerc. Puis, OK, mais c'est jamais écrit. C'est jamais écrit. Puis il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'article. Hey, on est quand même bon. Quand même, hein? Vraiment, mon Dieu, on va se féliciter. Colline de Bin. Dernière question. Comment c'est d'être sexy à 65 ans? Ben écoute... des fois, je me dis, mon Dieu, je devrais-tu? Mais c'est plus fort que moi. J'aime le côté sexy des femmes. Je suis vraiment... Moi, si je reviens sur la Terre, là, si la réincarnation existe, là, je veux pas être un homme. Je veux vraiment être une femme. J'adore être une femme. J'aime le côté... sensuel, ça me fait triper d'être une femme, tu sais. J'adore les hommes pour les aimer d'amour, mais j'aime être une femme. Puis tout ce côté sexy, glamour, ça fait partie de moi. Des jambes, un décolleté. Et j'aime encore ça, mais des fois, je devrais peut-être plus. Il y en a peut-être qui doivent dire, écoute donc, elle devrait s'habiller, elle est vieille. Mais, garde, moi, je veux être une vieille sexy. Je veux être une vieille sexy, c'est ça. Ben oui, garde. C'est plus fort que moi. Peut-être qu'un jour, je deviendrai col roulé, là, tu sais, mais c'est pas tout de suite. Je suis très col roulé chez nous, par contre, tu vois, paradoxal. Ah oui, mais dans le bois, là, c'est correct. Dans le bois, je suis col roulé, je suis pantalon, linge mou complètement, là, mais quand je sors, j'adore. Pour moi, c'est comme un côté créatif de s'habiller, de se... Je dirais pas se déguiser, parce que je me sens pas me déguiser, mais d'avoir
ça fait partie de moi, puis je suis pas capable de le faire encore mourir. Peut-être qu'à un moment donné, je me dirais, bon, là, c'est assez, j'ai assez donné, mais pour l'instant, j'ai Ben, encore faut pas, du tu l'as dit, plaisir. le faire mourir. Faut Oui. jamais faire ça. Non, c'est ça. Faut pas faire mourir, mais tu sais, peut-être que je l'explorerai moins. Ah non, faut pas. Peut-être. Faut Je pas. sais Faut pas. pas. Mais pour l'instant, non. À 66 ans, je l'explore encore, puis j'ai du plaisir à faire ça. Puis s'il y en a qui n'aiment pas ça, ben, comme je dis, Regarde ailleurs. changer de poste. Hey, Jo, merci de t'être déposé. Hey, merci Pour vrai. François, c'était fort agréable et j'ai beaucoup aimé répondre à ton questionnaire malgré que des fois j'hésitais vraiment entre deux réponses, mais j'adore le fait que c'est comme nous analyser. Là. C'est comme j'ai l'impression que tu as lu dans mon signe astral ou tu sais, quelque chose comme ça, mais plus comme Jojo de- Savard. Oui, tu es comme Jojo Savard, tu as lu dans mon ben, peut-être pas mon avenir, mais peut-être que mon avenir va en dépendre, mais enfin j'ai beaucoup aimé ça, merci. Je demande à mes invités de terminer en disant le nom du balado, donc qui sont des mots puissants, puis je vous souhaite, tout le monde qui nous écoute, de le dire le plus souvent possible. Puis tout le monde que j'ai reçu, sans kick jusqu'à maintenant, c'est tout du monde qui, après avoir jasé de leur vie pendant une heure et quart, qui ont tout envie de dire « Hey, ouais, c'est vrai que... » OK. Alors moi, je vais te le dire, c'est vrai que la vie est belle. Même dans les moments plus sombres, on peut aller chercher de la lumière. Alors allons-y gaiement, la vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.